Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce lundi, alerte pénurie de kérosène à l'aéroport Blaise Diagne. Les avions risquent d'être cloués au sol à compter de mercredi pour une durée provisoire de 2 semaines. C'est une conséquence de la guerre russo-ukrainienne. On vous explique tout dans cette édition. Lutte contre la déforestation à Casamance. Les populations de Karang disent stop au carnage. Elles se sont érigées en bouclier contre les trafiquants. Reportage édifiant à suivre. À la une également de l'actualité, une attaque de criquets ravageurs dans le département de Linguère. Plusieurs arbres fruitiers picorés par des insectes voraces. La direction de la protection des végétaux a installé une unité de lutte. Et puis à suivre, le reportage du jour au marché HLM à 2 semaines de la fête de Korité. Les garnitures, coutures poussent vers les sommets le prix des vêtements. Vous le verrez, la poussée inflationniste n'épargne pas le secteur du textile. Le ciel de Dakar va ressentir l'impact de la guerre russo-ukrainienne. La société de manutention de carburant aviation annonce une indisponibilité provisoire de 2 semaines. Des avions pourraient donc se retrouver cloués au sol à partir de mercredi prochain, faute de carburant. Explication Abdourahmane Diallo. Le Sénégal commence à subir les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La société de manutention de carburant aviation vient d'alerter sur une indisponibilité de kérosène à l'aéroport international Blaise Diagne à compter du mercredi. Et c'est pour une durée provisoire de 2 semaines. Depuis le début du conflit, les bateaux qui amenaient le carburant d'aviation ont changé d'itinéraire. C'est le premier constat. Le second est que la Russie est sous embargo, donc difficile pour les pays d'accéder aux ressources pétrolières et gazières russes. Cette situation a poussé vendredi dernier la société de manutention de carburant aviation à écrire une lettre d'alerte à la direction de l'AIBD afin de prendre des dispositions relatives au sujet. Mais il faut préciser qu'il y a un stock de kérosène à l'AIBD, mais ce stock ne peut qu'alimenter la compagnie nationale qui est Air Sénégal, et cela c'est pour une durée maximum de 2 semaines. Donc cette lettre d'alerte est aussi une manière de demander aux compagnies étrangères de prendre leurs dispositions en matière de kérosène avant d'atterrir sur Dakar. Maintenant, c'est à l'État de prendre sa disposition afin de trouver des moyens pour faciliter l'approvisionnement en carburant aviation. Si toutefois une solution n'est pas trouvée d'ici 2 semaines, l'AIBD sera paralysée. Les avions ne prendront plus le risque d'atterrir sur Dakar et pour ce qui est de la compagnie nationale Air Sénégal, ces avions ne vont plus décoller. Merci Abdourahmane. Le nouveau président de l'Organisation nationale des droits de l'homme s'appelle le professeur Samba Thiam, avocat et ancien directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'UCAD. Le professeur Thiam veut redorer le blason de l'ONDH, une des premières organisations de défense des droits de l'homme. Voyons tout cela avec Marcel Farba-Maroun et Alun Diagne. L'ONDH fait sa mue à travers cette assemblée générale présidée par les avocats Maître Boukounta Diallo, Hassan Diomandiaye et Ousmane Sey, les 2 premiers ayant été présidents de l'Organisation nationale de défense des droits de l'homme au Sénégal, en léthargie depuis le décès du président Djibril Badiane. Ils viennent de jeter les bases d'un renouveau de la structure en portant à sa tête un homme du sérail, le professeur Samba Thiam, élu par consensus. L'objectif du nouveau président est clair, redynamiser l'ONDH. C'est très important dans ce pays qu'on ranime la culture des droits de l'homme, la culture de la citoyenneté. Tout un chacun de nous doit avoir dans un coin d'elle-même ou de lui-même cet esprit des droits de l'homme. Je veux donc que dans ce pays, qu'on revienne à des principes fondamentaux, des principes qui ont été déjà fixés dans notre Constitution. Il y a eu la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons des pactes que nous avons ratifiés chez nous. L'ONDH va jouer ce rôle, a toujours joué ce rôle fondamental. Vous avez entendu à participer, à démocratiser davantage notre pays. Nous sommes un exemple, nous sommes admirés. Et bien, c'est une première organisation nationale des droits de l'homme, même sur le plan international. Nous sommes une section de la Ligue internationale des droits de l'homme.
C'est un bureau paritaire pour donner aux femmes la place qu'elles ont toujours occupée au sein de l'ONDH, à l'image de feu Maître Mamba Signan, ancienne présidente de la dite organisation. Le chantier est vaste. Et la première chose à faire, c'est d'impliquer davantage, à mon avis, les femmes dans tous les organes de prise de décision. Que ça touche aux droits de l'homme ou pas du tout, il faut impliquer davantage les femmes. Parce que notre société a évolué. Et avec cette évolution-là, nous avons aujourd'hui des femmes qui sont un peu plus ancrées dans la société, un peu plus présentes sur le plan professionnel. Et sur le plan familial, ça a toujours été le cas, mais sur le plan professionnel. Donc il va falloir qu'on les implique davantage dans tout ce qui touche également la défense des droits de l'homme. L'ONDH, première organisation de défense des droits de l'homme qui a grandement contribué au renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Sénégal. C'est l'objectif des pères fondateurs, Kéba Mbaye, professeur Moustapha Souran, Ibrahima Fall, ancien ministre des Affaires étrangères, ou encore le magistrat Eladji Guissé. Augmentation des nombres de députés, le consensus n'a pas prévalu, s'étonne Maître Ousmane Seye, alors que tous les acteurs s'étaient pourtant accordés à une augmentation du nombre de sièges. Par ailleurs, l'avocat se dit surpris par la réduction du nombre de députés de 12% sur la liste proportionnelle. J'étais surpris qu'au niveau de l'Assemblée nationale, que ce consensus n'a pas prévalu. Et finalement, ce qui a été retenu, ce n'est pas ce qui a été retenu d'une manière consensuelle par la commission politique. Ce qui a été retenu par la commission politique, sur proposition d'ailleurs du pôle de la majorité, de l'opposition plutôt, c'est l'opposition qui avait proposé d'augmenter les députés au nombre de 7. Et le pouvoir était d'accord, les non-alignés étaient d'accord. Arrivé à l'Assemblée nationale, ce consensus a été rompu. Je crois que du fait de l'opposition, il y a un problème pour les petits partis d'avoir des élus au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'on a diminué le nombre de sièges au niveau de la liste proportionnelle. De 60, le nombre est réduit à 53. Et ce sera très difficile pour que les petits partis politiques aient même aient une représentation sur la base du plus fort reste. L'autre grand titre de cette édition, lutte contre la coupe abusive de bois en Casamance. Quand les populations s'érigent en bouclier contre les trafiquants, les faits se sont déroulés dans le département de Bignona à Karang. Des coupures de bois ont été appréhendées par les populations. Vous allez le voir, beaucoup de matériel roulant ont été saisis par les populations. Voyons tout cela dans ce sujet réalisé par Boubacar Diassi, Lamine Mantiang. Plus d'une trentaine de vélos, des motos Jakarta, des tricycles mais aussi des machettes entreposées ici dans le village de Karang. Ils ont été saisis des mains de coupeurs illicites de bois dans cette forêt, précisément sur ce site de plus de 10 hectares qui polarise une dizaine de villages, dont celui de Karang, dans la commune de Djignaki, département de Bignona. Ce sont les populations qui ont fait une descente sur le site avant de procéder à la saisie de ce matériel. Leurs propriétaires, coupeurs de bois selon les populations, qui ont même failli y élire domicile, n'ont pas fait résistance. Autant dire que le pire a été évité ici. L'espace que vous voyez ici fait l'objet de vandalisme. Ça fait plus de 3 ans maintenant que cet espace-là fait l'objet de vandalisme d'individus, donc groupe d'individus. Un espace qui a été reboisé depuis 1976 et malheureusement, ces actes de vandalisme ont créé cette perte de plantes que vous constatez. Suite aux négociations menées par les autorités qui en ont été informées, ce matériel devrait être restitué ici. Les populations de Karang manifestent leur mécontentement en arborant des brassards rouges. C'est un processus long. Ça fait 3 années de cela, on est en train de poursuivre cela. Des négociations ont été faites, des assises de la brigade à la gendarmerie, des 2 maires des communes, la sous-préfecture. On a beaucoup fait des concessions. La mairie de Djignaki appelle au calme et promet de se charger de ce différend. En collaboration avec le maire de la commune de Kataba, ensemble, nous allons traiter le dossier. La restitution du matériel n'a finalement pas eu lieu puisque les propriétaires ne se sont pas présentés.
Et dans le département de Linguère, c'est une attaque de criquets ravageurs qui inquiète les populations, des insectes voraces qui ont pour cible plusieurs arbres fruitiers. Une unité de lutte a été d'ailleurs mise en place par la direction de la prévention des végétaux. Reportage Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Importante quantité de criquets pèlerins ravageurs ont élu domicile dans les zones de Ndoj, Isra Centre et Mbeleché. Une situation qui inquiète les autorités étatiques, notamment celle de Azila, une société qui exploite de la gomme arabique. Elle sonne l'alerte. Il y a actuellement des centaines des essais de centaines de milliers, parfois des millions d'individus de ces criquets dans la zone qui se déplacent d'une manière permanente. Ils colonisent les forêts à Acacia et à Balanites. À en croire le responsable de la lutte contre les criquets, ces espèces qui attaquent les arbres sont de véritables ravageurs. Pour juguler ce phénomène, plusieurs stratégies de lutte sont mises en place. On pense qu'on va essayer de mettre en place une forme de lutte plus respectueuse d'abord de l'environnement, donc en privilégiant l'utilisation de pesticides de type biologique, c'est-à-dire que spécifiques, donc qui vont faire de moins en moins de dégâts sur l'environnement. Informée de la situation, la direction de la protection des végétaux sera appuyée par une unité de lutte qui sera acheminée par la direction centrale en guise de renfort. Au niveau de la DPV, nous avons été informés par la présence des criquets. C'est des criquets, mais des criquets arboricoles, donc qui s'attaquent principalement aux arbres. Nous avons acheminé une unité qui va venir soutenir Azila. Maintenant, au niveau de Ndoj, au niveau de Isra Nord, c'est-à-dire vers Guéti, et au niveau de Mbeleché, nous avons constaté la présence de ces criquets-là. A signaler que les autorités du département de Linguère sont sur le qui-vive. Elles interpellent le ministère de l'Environnement à agir dans les meilleurs délais pour bouter les criquets hors de nos frontières. Toute autre chose, santé, affaire de la grande pharmacie dakaroise. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Aminata Gassama Baldé a obtenu l'approbation de son département, étant la seule détentrice d'Ambaye. L'affaire, vous le savez, est toujours pendante devant la justice. Abdoulaye Diouf Sarr, invité de votre émission Quartier Général, invite en revanche les pharmaciens à attendre la décision du tribunal de commerce avant de passer à un plan d'action. Récit Alassane Ba. C'est un différend qui continue de susciter des commentaires. L'affaire de la pharmacie de l'indépendance. Le ministre de la Santé a livré sa version des faits et à en croire Abdoulaye Diouf Sarr, Aminata Gassama Baldé est la seule détentrice d'un bail, raison pour laquelle le ministère lui a signé l'arrêté. Fondamentalement, la Cour suprême n'a pas rejeté sur le fond. Fondamentalement, la Cour suprême n'a pas rejeté sur le fond, mais sur la forme, parce que nous ne devions pas signer un deuxième arrêté alors qu'un premier arrêté existait déjà. Moi, j'ai écrit à l'IPRES pour savoir entre les deux pharmaciennes laquelle a un bail. Et l'IPRES m'a dit clairement que c'est Madame Baldé. Donc, à partir de ce moment, le ministère ne pouvait pas ne pas signer l'arrêté pour Madame Baldé. Et pourtant, la chambre administrative de la Cour suprême avait tranché en faveur d'Aïcha Goundiamboj en annulant l'arrêté du ministère de la Santé autorisant Aminata Gassama à occuper les lieux. Le tribunal du commerce doit également rendre sa décision suite à la requête d'Aïcha Goundiam qui souhaite que l'IPRES casse le bail avec Aminata Gassama. Le ministère de la Santé compte se conformer. Si jamais le tribunal du commerce casse le bail que l'IPRES a donné à Mme Baldé, en ce moment, le ministère sera obligé d'arrêter le contrat. Je crois que c'est très simple. Et je dis aux pharmaciens, attendons le verdict du tribunal du commerce au lieu de vouloir arrêter à vendre. Arrêter effectivement Banyadiaï. Une rencontre entre Diouf Sarr et le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal est prévue ce mardi. Les deux parties vont échanger sur d'éventuelles solutions à ce problème. Vendredi prochain, de 8h à 15h, les officines seront fermées. Le syndicat exige le rétablissement de Dr Aïcha Goundiam dans ses droits et le départ de l'actuel directeur de la pharmacie et du médicament.
Merci Alassane et venons-en à notre reportage du jour. La poussée inflationniste due à la guerre n'épargne pas le secteur du textile à une dizaine de jours de la fête de Korité. Ce sont les garnitures couture qui font augmenter le prix des vêtements au marché HLM. Garnitures de couture importées des Émirats Arabes Unis. Reportage Mariem Ndiaye, Jafaraba. Marché HLM ce matin, un lieu de commerce bondé en dépit du jour férié. C'est parce que les tailleurs envahis par leurs clients engagent la course contre la montre à 2 semaines de la Korité. Sauf que ces artisans font face à une équation à plusieurs inconnus. Il s'agit de la hausse du prix des accessoires comme les garnitures et autres. Les commerçants ont augmenté tous les prix des accessoires de couture, ce qui a une incidence sur notre activité. Par exemple, les garnitures provenant de Dubaï qui coûtaient 18 000 francs CFA sont maintenant vendues à 22 000 francs CFA. Par exemple, les garnitures provenant de Dubaï qui coûtaient 18 000 francs CFA sont maintenant vendues à 22 000 francs CFA. Une inquiétude partagée par son collègue Damsek, mais il a sa méthode pour amener ses clients à comprendre la situation. Le prix des garnitures dépend de la qualité. Certains clients laissent le soin aux tailleurs d'acheter pour eux. D'autres préfèrent nous accompagner jusqu'à la mercerie pour acheter, ce qui leur permettra de connaître le vrai prix de ces garnitures. Les vendeurs de mercerie, principaux fournisseurs en garniture, confirment cette hausse du prix des accessoires de couture causée par la conjoncture mondiale. Les prix des accessoires ont connu une hausse. Certains sont passés de 15 000 francs CFA à 20 000 francs CFA. Cela nous met dans une situation inconfortable car les clients refusent de voir la réalité en face. En ce moment, tout est cher. La nourriture et autres et les garnitures ne sont pas en reste. Et tout cela est dû au prix du frais qui a beaucoup augmenté. Alors qu'on n'a pas encore fini avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine vient dérégler les lois du commerce international avec le renchérissement des cours mondiaux. Le milieu de la mode n'est pas épargné, mais les tailleurs et vendeurs de garnitures espèrent une amélioration d'ici la fin du Ramadan. Merci Mariem. À Kaolack, plus de 2 tonnes de poulet et de cuisses de poulet saisies par la brigade de douane du pont Serigne Bassirou Mbacké. Le véhicule qui transportait la marchandise estimée à plus de 4 millions de francs CFA avait quitté la frontière gambienne pour rallier Kaolack. Pape Mbaye Diaw, Faligay. Avril, vers 1h, on a eu une information faisant état d'un véhicule qui aurait quitté la frontière gambienne en destination de la ville de Kaolack et que ce véhicule transporterait des cuisses de poulet et des poulets entiers. Vers 1h35, nous sommes arrivés à leur rencontre à hauteur de Lamaram, situé entre Waknguna et Kermadjebel. Après avoir arrêté le véhicule, nous avons constaté que les 10 véhicules transportaient des cuisses de poulet et des poulets entiers. Alors nous avons prié aux transporteurs de nous accompagner à la brigade pour procéder à l'écor consistant au dénombrement de la cargaison. Ce que nous avons fait, arrivé à la brigade, nous avons constaté effectivement que le véhicule transportait 100 cartons de poulet entier d'un poids de 13 kg le carton et 95 cartons de cuisses de poulet, ce qui fait un poids total de 2 tonnes 250 kg, estimé sur le marché intérieur à 4 460 000. Si ces produits arrivaient à traverser et atterrir dans la ville de Kaolack, il y a 2 choses. La première, c'est que c'est des marchandises dont on ne connaît pas la qualité pour pouvoir être consommées. La deuxième chose, c'est que les marchandises, une fois à Kaolack, allaient concurrencer de façon déloyale les petites entreprises d'élevage de volailles.
on doit vraiment faire tout pour que ces produits n'entrent dans la ville de Kaolack. Le lieutenant Lamarana Diallo, interrogé par notre équipe à Kaolack. Il s'appelle Moustapha Touré, lauréat du Grand Prix de récital de Coran organisé par la Sénico. Ousmane, originaire de Diourbel, Moustapha se dit prêt pour relever d'autres défis comme la maîtrise des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Pape Faraning, Diafaraba. Il a séduit le jury et le public du Grand Prix de récital du Coran du groupe Sénico grâce à sa belle voix et sa maîtrise du Coran. C'est un garçon timide qui nous reçoit dans son lieu de résidence au lendemain de son sacre. Pourtant, rien ne destinait Moustapha Touré à entrer à l'école coranique. Au début, je ne savais pas que j'allais intégrer le Dara. Mon père m'avait dit que je venais pour le grand Magal. Et c'était très difficile vraiment le début. 2015, le déclic pour Moustapha Touré, l'enfant intègre le Dara Massalikul Jinan où il mémorise le Saint-Coran en 4 ans. 2015. J'ai intégré le Dara en 2015 et j'étais qu'un enfant. Et en 4 ans, je maîtrisais le Saint-Coran. Il est décrit comme un élève sérieux et travailleur. Son sacre n'est pas une surprise pour ses encadreurs et camarades. C'est un enfant pieux et intelligent. Il maîtrise le Saint-Coran et d'ici peu, il va écrire le livre saint. C'est un travailleur et il fait tout pour le Dara. C'est un bon élève. Le Grand Prix Sénico en poche, Moustapha Touré ne va pas s'en arrêter là. Il compte relever d'autres défis. Actuellement, j'ai commencé à écrire et j'apprends d'autres connaissances comme Majalis, les écrits de Serigne Touba. Mon rêve, c'est d'enseigner après mes études. Même s'il est dans un internat, le Dara a des difficultés pour gérer tous les apprenants. Nous demandons de l'aide pour avoir un lieu pour mieux apprendre correctement le Saint-Coran, mais aussi aider notre maître coranique. Nous voulons un plus grand espace pour pouvoir accueillir plus d'apprenants. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Si nous avons un grand espace, nous pouvons faire mieux. Pourtant, ils sont nombreux à mémoriser le Saint-Coran dans ce Dara Massalikul Jinan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Et toutes nos félicitations à Moustapha. Le Sénégal, endeuillé par la disparition du khalife général des Khadres, Cheikh Aya, un rassembleur, un homme multidimensionnel pour les talibés de Saint-Louis où se regroupe une forte communauté Khadre. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop, Habib Sek. Disparition du khalife général des Khadres, Cheikh Aya Aïdara, les fidèles Khadres témoignent. Beaucoup pensent qu'il était un guide religieux qui respectait beaucoup les talibés Khadres. Cheikh Aya avait beaucoup d'estime et de considération pour les talibés Khadr que nous sommes. Il a fait normalement sa tournée nationale en parcourant tout le Sénégal comme le faisait son grand-père. Il a tiré sa révérence à Nimzat dans la ville de son grand-père, Cheikh Nasser Sadbou. Beaucoup pensent également qu'un vrai rassembleur, un guide qui prêchait pour la paix entre le Sénégal et la Mauritanie est parti, laissant derrière lui des fidèles orphelins et attristés. Aya était un homme de bien, un grand rassembleur, un grand chef religieux qui intervenait constamment en bien dans les relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Selon Pape Ndiaye Samb, talibé Khadr très connu à Saint-Louis, Cheikh Aya Aïdara avait un grand respect pour la famille de Cheikh Nasser Sadbou depuis qu'il est à la tête de la confrérie. Il a suivi les pas de ses devanciers. Cheikh Aya avait une très bonne éducation et aimait toute la famille de Cheikh Nasser Sadbou. Nous prions pour qu'Allah lui réserve une place de choix au paradis. Cheikh Aya Aïdara nous a quittés à quelques jours de la fête de la Korité où les fidèles se préparaient à rallier Nimzat pour effectuer le pèlerinage. Durant toutes les années qu'il a dirigé la communauté Khadr, il a toujours invité les fidèles au respect des prescriptions islamiques et à cultiver la paix entre musulmans.
Et puis en mot de sport, le Sénégal connaîtra ses adversaires de groupe des éliminatoires de la CAN 2023 ce mardi. Placé dans le groupe 1, le champion d'Afrique est sûr d'éviter les grandes nations du football africain lors de ce tirage. Cheikh Sadibou Diarra. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, va passer par les éliminatoires pour pouvoir défendre son titre à la CAN 2023. La première nation africaine au classement FIFA va connaître ses adversaires ce mardi 19 avril lors du tirage au sort des groupes. Logé dans le chapeau 1, en compagnie de tous les vainqueurs de la CAN, à quelques exceptions près, les Lions ne doivent pas avoir des appréhensions. Comme pire tirage, ils peuvent tomber sur le Cap-Vert, la Gambie et le Soudan. Sadio Mané et compagnie feront face à des pays auteurs de honorables participations à la CAN au Cameroun. Comme tirage le plus clément, les Lions du Sénégal peuvent être accompagnés par le Congo, le Niger et le Sao Tomé. Quoi qu'il en soit, le Sénégal va connaître son groupe à l'issue du tirage au sort prévu ce mardi à partir de 17h30 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le directeur des compétitions de la CAF, Samson Adomou, accompagné des anciens footballeurs, le Sud-Africain Lucas Radebe et l'Ivoirien Salomon Kalou, vont déterminer les 12 groupes des éliminatoires de la CAN 2023. Et on verra tout cela ce mardi, cher. Merci beaucoup, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur votre chaîne préférée. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.